Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, le week-end dernier, le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, était en visite aux États-Unis. Alors il ne s'agissait pas d'une visite officielle, et il n'a d'ailleurs rencontré aucun membre, je crois, de l'administration Biden, mais d'une invitation à parler pour la très conservatrice Heritage Foundation. Outre son speech, Orban en a profité pour rendre visite à l'ex-président Trump dans sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride, et ça c'était le vendredi 8 mars. Les deux hommes ont eu une longue conversation dont on peut imaginer qu'elle a porté au moins en partie sur des sujets politiques. Et on sait que Viktor Orban, qui est au pouvoir depuis 2010, a fait de la Hongrie ce qu'on appelle une démocratie illibérale. Par ailleurs, Trump chante ses louanges depuis longtemps et il laisse entendre que son projet, s'il était réélu, serait très similaire. Alors c'est quoi cette démocratie illibérale ? Est-ce que un tel projet est possible dans le contexte américain ? Je voudrais aujourd'hui qu'on se penche sur l'influence de Viktor Orban sur Donald Trump. Vous avez dit que Trump avait chanté les louanges de Viktor Orban, c'est tout à fait exact, voilà ce qu'il a dit. There's nobody that's better, smarter, or a better leader than Viktor Orban. He's fantastic. As you know, the Prime Minister of Hungary and does a great job. He's a non-controversial figure because he said this is the way it's going to be and that's the end of it, right? He's the boss. And now he's a great leader, fantastic leader in Europe and all over the world. They respect him. It's an honor to have you with us. On lit un peu partout depuis un moment que le programme de Trump pour 2025 s'inspire de cette fameuse politique illibérale de Viktor Orban. Et aujourd'hui, Romain, je vous propose qu'on aille plus loin, qu'on essaye de voir ce qu'il en est concrètement. Et comme méthode, je vous propose de lister les points sur lesquels Orban a agi de façon illibérale depuis 2010, donc, et d'aller voir ensuite ce que propose Trump sur ces sujets. Et pour ça, on va retourner voir la Heritage Foundation, cette institution extrêmement conservatrice de Washington. C'est là que Orban a parlé, vous l'avez dit, c'était le 7 mars. Mais la Heritage Foundation est aussi le think tank qui a préparé le projet politique de Trump pour 2025. Alors, rentrons dans le détail. Qu'est-ce que c'est que ce projet de Trump pour 2025 ? Ça s'appelle Project 2025, donc projet 2025, et il comporte exactement 4 éléments. Un programme politique extrêmement détaillé, ça s'appelle Mandate for Leadership. C'est quelque chose qui fait 900 pages quand même, avec des sujets, des thèmes listés les uns après les autres. On va y revenir. Deuxièmement, il y a une base de données RH très complète pour préparer cette administration Trump 2 avec du personnel déjà sélectionné. Des noms donc. Des noms, absolument, oui. Et puis, troisièmement, il y a ce qu'ils appellent une Presidential Administration Academy, c'est-à-dire un système de formation pour ces fameux futurs fonctionnaires d'une possible administration Trump 2. Et enfin, un programme résumé pour être applicable tout de suite pour les 180 premiers jours. Les 6 premiers mois. Exactement. Oui, alors donc vous dites que ce programme puise son inspiration en partie chez Orban et dans cette démocratie illibérale qu'il a installée en Hongrie. Mais une démocratie illibérale à la hongroise, ça veut dire quoi exactement ? On peut le savoir de manière assez précise. Depuis 2020, la Commission européenne publie chaque année un rapport sur le respect de l'état de droit dans l'Union. Dans ce rapport, il y a une présentation générale, il y a ensuite un chapitre par pays, donc 27, et puis enfin des recommandations. Le dernier rapport sur le respect de l'état de droit dans l'Union est sorti en juillet 2023. Pour chaque pays, il examine 4 points précis. L'indépendance de la justice, le pluralisme des médias, le niveau de corruption et enfin le respect de la séparation des pouvoirs. Et donc vous avez lu le chapitre sur la Hongrie, Laurence ? Je l'ai lu et on y lit les choses suivantes. En ce qui concerne la justice, ça fait un moment que l'indépendance des cours a été remise en question en Hongrie. Les recommandations du rapport de 2022 pointaient déjà cela et donc en 2023, le rapport pointe un certain progrès pour les cours de niveau assez élevé et pas vraiment pour les cours de niveau inférieur. Le rapport de 2023 pointe aussi une amélioration en ce qui concerne la corruption. Les réformes qui avaient été demandées par l'Union européenne semblent avoir été adoptées. Je dis semble parce que sur tous ces sujets, je suis allée voir ma collègue de l'IFRI, Esther Caraxoni. Elle m'a dit que ces améliorations en fait étaient uniquement de façade parce que les proches de Viktor Orban restent aux commandes de la plupart des grandes cours ou des grandes entreprises. Il y a un népotisme, d'après elle, généralisé.
Par ailleurs, pas de progrès en Hongrie sur les médias. L'espace médiatique reste dominé par des conglomérats tous proches du gouvernement. Donc là aussi, on est dans le clientélisme. Quant à la séparation des pouvoirs, elle est aussi abîmée parce qu'il y a un état d'urgence qui se prolonge, qui pose un problème pour la survie des organisations issues de la société civile. Vous vous souvenez qu'en Hongrie, par exemple, les ONG de George Soros ne peuvent plus fonctionner librement. Et enfin, plus largement, on voit aussi dans ce pays l'indépendance des universités être menacée depuis un bon moment, avec à nouveau des proches du gouvernement dans les conseils d'administration des universités, ce qui permet derrière une guerre culturelle anti-LGBT, enfin tout ce qu'on sait sur la Hongrie de Viktor Orban. Pour finir donc sur cette description de la Hongrie, je voulais vous faire une recommandation de lecture si vous n'avez pas encore lu cet ouvrage, mais vraiment passionnant, de Caroline de Gruyter. Ça s'appelle « Monde d'hier, monde de demain », un voyage à travers l'empire des Habsbourg et l'Union européenne. Ce livre, qui est sorti en 2023, décrit l'attitude de la Hongrie lorsqu'elle faisait partie de la monarchie austro-hongroise et son attitude aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne. Et dans les deux cas, un pays qui est très jaloux de son indépendance, qui aime ruer dans les brancards et qui est vraiment très difficile à gérer dans le cadre d'une union transnationale. Oui, ça, effectivement, l'actualité européenne s'en fait l'écho très régulièrement. Mais comment tous ces éléments d'illibéralisme, il faut que j'arrive à le dire correctement, apparaissent dans le programme de Trump? Tout n'est pas transposable aux États-Unis quand même. Oui, l'ensemble des contre-pouvoirs institutionnels sont beaucoup plus solidement installés aux États-Unis qu'en Hongrie. Le projet 2025, donc le projet préparé pour Trump, propose une stratégie en 2 points. Il pense, d'une part, affaiblir les autorités publiques, c'est-à-dire tout ce qui est l'État profond dénoncé par Trump, et d'autre part, placer à tous les étages de l'administration des responsables conservateurs, voire trumpistes. Et ça sort pas de nulle part, ça s'appuie sur une théorie juridique qui est la théorie, écoutez-moi bien, de l'exécutif unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Constitution américaine, elle parle du pouvoir législatif dans son article 1, du pouvoir exécutif dans son article 2 et du pouvoir judiciaire dans son article 3. Mais elle en parle de manière extrêmement laconique, enfin c'est vraiment pas très détaillé. Et donc, cette théorie de l'exécutif unitaire, elle explique que toute la branche exécutive, toute l'administration est sous le contrôle exclusif du pouvoir présidentiel et que le Congrès n'a pas son mot à dire sur la gestion de l'administration. Concrètement, cet effacement du législatif face à l'exécutif, ça donne quoi dans le programme Trump ? Ça veut dire 2 choses. D'une part, l'administration Trump se réserverait le droit de virer les fonctionnaires à vaste échelle pour les remplacer par des fidèles. C'est d'ailleurs ce qu'elle a déjà fait à la Cour suprême. La deuxième chose, et ça c'est détaillé de manière extrêmement précise dans le projet 2025, ce serait de réduire drastiquement la taille de l'administration. On parle de couper le financement du département de la justice, de démanteler le FBI et le département de Homeland Security et d'éliminer complètement le département de l'éducation et le département du commerce. Si vous avez bien suivi ces 2 aspects, ça reflète quand même une contradiction dans le projet 2025 qui est lisible tout du long, enfin moi elle m'a vraiment sauté aux yeux, entre les partisans d'un État fort, là on retrouve Trump qui admire Poutine et donc il veut avoir des fonctionnaires à sa botte pour que ça tourne vraiment bien, et en même temps une influence libérale, voire libertarienne, qui veut détruire l'État, qui veut pas d'administration. Laurence, au-delà de la contradiction que vous relevez, c'est complètement dingue et vous me l'apprenez complètement. Je n'avais pas du tout suivi que Trump parlait sérieusement de supprimer son département d'éducation ou de démanteler le FBI, par exemple. C'est hallucinant. Ces suppressions, elles sont vraiment un rêve des libertariens depuis des années. Mais bon, il faut quand même noter qu'on parle d'un projet qui est préparé, qui est effectivement extrêmement détaillé et qui a l'air très très sérieux pour un homme qui n'est pas encore réélu. Et puis par ailleurs, il reste dans ce projet un certain nombre d'incertitudes qui sont parfois assumées. Par exemple, sur le commerce international, il y a dans Project 2025 un texte qui est très favorable au libre-échange et juste à côté, un texte qui prône le protectionnisme avec, en introduction, l'idée que le président, une fois élu, pourra choisir entre les 2 politiques. Ça, c'était pour le volet administratif, hallucinant. Mais vis-à-vis des systèmes privés et typiquement vis-à-vis des médias, qu'est-ce qu'on entrevoit d'une prochaine administration Trump ?
Alors là, ça pourrait pas forcément se passer comme en Hongrie, parce que dans le camp des médias démocrates progressistes, il y a encore énormément d'acteurs privés et qui restent très puissants. Le New York Times, le Washington Post, ils vont pas se taire si Trump est réélu. On aura très certainement la poursuite de cette polarisation absolue entre eux d'une part et puis les médias conservateurs comme Fox d'autre part. Le projet 2025 recommande cependant de réformer, couper le financement, changer le personnel, etc., pour 2 systèmes de médias publics, parce qu'il y en a aussi aux États-Unis, des médias publics que les Trumpistes jugent être beaucoup trop démocrates. D'une part, tout le réseau des radios, télé, etc., Voice of America, vous savez, qui ont porté la bonne parole des États-Unis dans le monde entier. Et puis d'autre part, le réseau des télés et radios publiques à destination des États-Unis même. Pour la radio, on parle bien sûr de NPR, et pour la télé, on parle de PBS, cette télé publique qui diffuse Sesame Street, par exemple. Oui, ce serait un drame absolu. On a tous adoré le Muppet Show. Mais je voudrais juste faire un aparté et dire à quel point NPR, qui est la radio publique américaine, est une radio absolument remarquable, que la plupart de ses émissions sont trouvables sur le net et que si vous avez la chance de parler anglais, c'est vraiment des programmes tout à fait remarquables. Alors ça, c'était pour les médias, mais vous aviez parlé de l'effet Orban sur les universités en Hongrie. Qu'en est-il d'un potentiel effet Trump 2 sur les universités américaines ? Le projet 2025 n'en parle pas beaucoup parce que aux États-Unis, on est dans un système fédéral et donc les États conservent des prérogatives sur les universités. On aura donc, un peu comme pour le paysage médiatique, une différence totale entre ce qui se passe dans les États démocrates et ce qui se passe dans les États républicains. Là-dessus, vous vous souvenez sans doute qu'en Floride, sous le gouverneur Ron DeSantis, extrêmement conservateur, il y a de nombreuses politiques qui luttent contre les effets du wokisme, entre guillemets, dans les universités. Il y a la loi Don't Say Gay, par exemple, donc une direction très réactionnaire dans les universités de l'État de Floride. On a parlé de la justice, de la séparation des pouvoirs, des médias, mais quid de la corruption ? Trump va quand même pas ouvertement prôner un système clientéliste. Pas ouvertement, certes, mais je vous rappelle que Trump est quand même issu du milieu assez mafieux de l'immobilier new-yorkais et qu'il a reçu une amende de 450 millions de dollars pour corruption très récemment en lien avec la Trump Organization. Si on parle de clientélisme, il y a quand même quelque chose d'assez évident chez Trump. Rappelez-vous, en 2020, ses attaques contre Mike Pence, il attendait de celui qu'il avait nommé vice-président un retour d'ascenseur lors du 6 janvier 2021. Et puis, plus récemment, même très récemment, il a fait reprendre en main le RNC, le Republican National Committee, par un fidèle qui s'appelle Michael Whatley et surtout sa belle-fille, Lara Trump. Ça, si c'est pas du népotisme, je sais pas ce que c'est. Là encore, on voit une faille entre la tendance populiste et la tendance libertarienne dans ce projet 2025, parce que le texte ne cesse de dénoncer l'État corrompu, ce qui est vraiment un discours populiste, mais il évite soigneusement de parler de la corruption lorsqu'elle advient dans le secteur privé, dans lequel, d'ailleurs, le projet prévoit d'affaiblir, de supprimer toutes les agences de contrôle. Orban, pour nous, c'est quand même un peu son refus de l'Union européenne, sa politique étrangère et surtout sa politique d'immigration. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de similarité entre Orban et Trump ? Sur la question de l'immigration, Trump prépare une fermeture quasi totale des frontières et un contrôle accru des illégaux à l'intérieur des États-Unis. Et là-dessus, quand on regarde à nouveau Project 25, on voit qu'il y a des mesures vraiment très problématiques. Par exemple, il demanderait aux États de fournir les registres de permis de conduire aux agences fédérales pour que on puisse croiser les informations et aller trouver les personnes qui sont illégales aux États-Unis. Et surtout, dans ce projet, il est question de déportation, ce qu'on appelle deportation en anglais, c'est-à-dire remigration, une remigration des personnes présentes aux États-Unis depuis aussi bien les États républicains que les États démocrates. Le conseiller de Trump qui est en charge de cette partie du programme, c'est Stephen Miller, dont on se souvient parce que c'est lui qui a rédigé le discours du carnage. Le discours du carnage, qu'est-ce que c'était ? C'est le discours d'investiture de Trump en janvier 2017, où il décrivait une Amérique totalement détruite, apocalyptique, que lui allait évidemment réparer. Ah, c'était lui qui a arrêté le carnage. Absolument.
Stephen Miller évoque ce projet de remigration en disant, et là j'ouvre les guillemets, ce serait une opération comparable en échelle et en complexité à la construction du canal de Panama. Oui, d'ailleurs, cette remigration, c'est sans doute le rêve de Viktor Orban, sauf que dans le cadre de l'Union européenne, il ne peut pas l'accomplir. Et en matière de politique étrangère, qu'est-ce qu'on peut attendre de Trump influencé par Orban ? Les deux hommes, Trump et Orban, partagent la même admiration pour Vladimir Poutine et la même vision de la guerre en Ukraine. On sait, si Trump est réélu, il poussera aux négociations. Et pour les deux hommes, d'ailleurs, l'affaiblissement de l'OTAN n'est pas un problème. En revanche, il y a une différence vraiment très importante entre Trump et Orban sur la question de la Chine. Parce que comme on sait, Trump est extrêmement hostile à Xi Jinping et à cet ennemi structurant des États-Unis, alors que Orban, de son côté, est très pro-chinois. Il y a des investissements chinois très importants en Hongrie et ma collègue Esther Caraxoni, je la cite à nouveau, m'a signalé que dans quelques semaines, des policiers chinois sont censés arriver en Hongrie pour y surveiller la minorité chinoise et notamment les nombreux travailleurs chinois qui servent de main-d'œuvre dans les usines de batteries électriques en Hongrie. Des policiers chinois en Hongrie pour contrôler les Chinois travaillant sur des usines pour des voitures électriques. Enfin, je crois que toutes les contradictions de la modernité sont réunies dans ce que vous venez de raconter, Laurence. Ça, c'est pour la Hongrie, vous avez raison. En ce qui concerne les États-Unis et le projet de Trump pour un second mandat, on voit que cohabitent des projets relativement illibéraux qui ressemblent vraiment bien à ce que Orban a fait en Hongrie, mais qu'un certain nombre de ses conseillers en profitent quand même pour glisser dans le projet des choses qui correspondent vraiment beaucoup plus à des actions libertariennes. Je ne suis pas sûre que Trump lui-même soit un libertarien, ni même un idéologue. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait tout à fait envie de savoir ce qu'il en est exactement. Enfin, on laissera les Américains en décider. Pour ce qui nous concerne, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci Laurence. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.